Ce segment est présenté par Dermabond Prinéo et Eticon. Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité, Dr Pascal André Vanditoli, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bon matin, Pascal André. Bon matin, Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien. Merci de me recevoir à ton podcast. C'est très gentil. Retour de vacances avec un peu de décalage horaire, donc mais on a trouvé un moment pour se rencontrer. Ce matin, je pense qu'on va avoir un entretien très intéressant. Je vais prendre quelques instants pour te présenter, puis tu me corriges au besoin. Donc, tu as gradué en médecine et en chirurgie orthopédique à l'Université Laval au début des années 2000. Tu es titulaire d'une maîtrise en sciences biomédicales. Tu es professeur titulaire de chirurgie à l'Université de Montréal. Tu as obtenu, suite à ta graduation à l'Université Laval, 2 fellowships où tu as effectué 2 surspécialisations, une en Australie en reconstruction de la hanche et une deuxième en Italie en reconstruction du genou. Tu es reconnu comme un chercheur chevronné du Fonds de recherche en santé du Québec. Tu as fondé la société internationale qui s'appelle Personalized Arthroplasty Society. Tu as créé en 2016-2017 un programme d'études supérieures en remplacement articulaire de la hanche et du genou à l'Université de Montréal. Tu as présenté dans plus de 350 congrès avec revues par les pairs, plus de 250 présentations comme conférencier invité, plus de 150 publications revues par les pairs, 15 chapitres de livres. Tu es également éditeur ou auteur d'un manuel sur la reconstruction prosthétique qui s'appelle Personalized Hip and Knee Joint Replacement. Donc, un CV très rempli. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou... Non, mais c'est... C'est assez complet. Dis-moi, peut-être juste en revenant d'abord sur ton expérience en Italie, avant d'entrer en ondes, là, tu me disais que tu ne parlais pas italien, mais que tu avais quand même réussi à effectuer une formation là, dans un milieu là, où les gens, peut-être les patients parlaient peu français ou anglais. Donc, comment ça s'est déroulé cette année-là? Oui, en fait, moi, j'ai un oncle qui est d'origine italienne, avec un père moitié belge, moitié italien, mais malheureusement, je parlais pas on m'a pas appris l'italien ou je l'ai pas appris. Je suis allé en Italie pour travailler avec un chirurgien de renom, Paolo Alietti, qui était à Florence, et je voulais surtout acquérir vraiment son expertise chirurgicale, apprendre de lui la technique de remplacement articulaire du genou dans tous ses moindres détails. Donc, ça a été l'utilisation de la langue était vraiment secondaire parce que je rencontrais peu de patients. Mais professeur Alietti parlait bien français et anglais. Donc, j'ai vraiment eu un séjour là, qui a été très profitable avec lui. Puis l'Australie par la suite, ou l'Australie même auparavant, donc les différences entre les deux expériences, qu'est-ce que tu en retiens? Oui, bien, l'Australie, c'est un système de santé complètement différent, qui ressemble un peu au Canada, mais avec une partie privée. Et là-bas, les chirurgiens sont d'habiles techniciens. Ils font beaucoup de volume. Donc, pendant une année, j'ai travaillé avec des gens qui étaient d'excellents professeurs, d'excellents techniciens, et j'ai réussi à vraiment acquérir certaines techniques qui n'étaient pas disponibles au Canada à l'époque ou en 2000 quand j'étais là-bas. Le resurfaçage de la hanche et les chirurgies avec des surfaces dures, céramiques par exemple, pour le remplacement articulaire.
OK, OK. Tu as fondé une société internationale qui parle d'arthroplastie personnalisée. Tu as écrit un livre sur l'arthroplastie personnalisée. Qu'est-ce que l'arthroplastie personnalisée, là, si je le traduis bien? Ben, en fait, en médecine, de plus en plus, on cherche à offrir des traitements qui vont, être, propres à chaque individu. On sait que autant dans l'aspect médicamenteux, l'aspect chirurgical, l'être humain, va répondre différemment. En orthopédie, ce qui est particulier, c'est qu'on parle d'anatomie. L'éventail, des, différentes morphologies, des particularités anatomiques de chaque individu est large et c'est un dans le fond, c'est un continuum. Et en orthopédie, depuis, je vous dirais, les débuts de l'arthroplastie, les gens ont simplifié à outrance les techniques. On fait ce qu'on appelle du one size fits all, hein. C'est-à-dire, on essaie de remettre tous les gens, pareils. En OK. remplacement de genoux, on disait que tous les gens devaient avoir les jambes bien droites. Alors que, on sait tous qu'il y a des gens qui ont les genoux un petit peu par en dehors, un petit peu par en dedans et ça peut paraître un petit peu simpliste, mais c'est des variantes anatomiques qui sont tellement précises et lorsqu'on respecte ces particularités-là de chaque individu, bien, on peut, espérer obtenir des résultats cliniques bien supérieurs. Beaucoup de d'insatisfaction, de problèmes, de douleurs résiduelles après des chirurgies orthopédiques sont liés au fait du, non-respect de, l'anatomie individuelle. OK. Et c'était vraiment ça fait 10 ans que je travaille, vraiment à promouvoir la chirurgie personnalisée orthopédique et le bris des traditions, les changements de pratiques sont très difficiles à implanter, à faire, intégrer et c'est pour ça l'objectif de la société est vraiment de faire la promotion, de faire l'éducation des jeunes et plus vieux, chirurgiens pour leur montrer comment intégrer ces nouvelles façons de faire-là, dans leur, pratique quotidienne. OK. Mais, quand on parle d'arthroplastie personnalisée, est-ce qu'on parle d'une adaptation vraiment de la technique chirurgicale ou une adaptation de l'implant? C'est l'implant qui est personnalisé ou c'est la façon de l'implanter, si je peux m'exprimer ainsi? Ou C'est vraiment un tout, hein, OK. si on prenait un implant fait sur mesure et qu'on faisait une technique, systématique, one size fits all, ça serait pas un bon résultat, hein. Mmh. Si on fait une technique chirurgicale anatomique avec un implant qui est non anatomique, non plus. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'avoir une combinaison. Aujourd'hui, en 2022, on a une meilleure compréhension de l'anatomie individuelle et donc il faut modifier nos techniques chirurgicales, avoir des implants qui soient plus aussi anatomiques et c'est la combinaison des 2 qui va faire vraiment le succès de la chirurgie personnalisée. OK. J'imagine que ça vient avec une certaine hausse des coûts ou avec le temps, on a espoir, parce que ces implants-là doivent être, plus dispendieux, disons, que la variété jardin, si Oui, évidemment, hein, il y a un momentum pour l'introduction de ces nouvelles technologies-là. Pour faire une chirurgie personnalisée, ça nous prend des outils de précision, c'est-à-dire qu'on a la chirurgie naviguée par ordinateur, la robotique, qui nous permet d'être précis, au moins d'1 millimètre, moins de 1 degré. Et avant l'avènement de ces technologies-là, ben, les principes de chirurgie personnalisée étaient difficilement applicables. C'est pour ça que, les chirurgiens, quand ils ont commencé l'arthroplastie du genou ou de la hanche dans les années 60, ils n'ont pas du tout, pensé que c'était quelque chose d'envisageable. Ils ont commencé à faire la chirurgie en disant: «Ben, il faut qu'on puisse, offrir aux patients, d'abord qu'ils soient capables de se lever du fauteuil roulant, d'être capables de marcher». Et là, aujourd'hui, en 2022, on est à une autre ère. On est à une époque où les gens veulent, avec leur arthroplastie du genou ou de la hanche, être capables de retourner faire du ski, du tennis, avoir une vie active au travail et on opère des gens de plus en plus jeunes. Donc c'est vraiment Mmh. un changement de perspective
et de technologie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces principes-là, de la chirurgie individualisée, sont, possibles et aussi à favoriser. OK. Tu, dans ton curriculum vitae, tu écris: «La plus grande satisfaction est de pouvoir améliorer les soins aux patients souffrant de dégénérescence articulaire». Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime depuis le tout début de ta carrière ou c'est quelque chose qui est venu avec, l'expérience ou, Donc je dirais vraiment que c'est, l'intérêt pour soigner les gens atteints d'atteintes locomotrices, a commencé dès l'externat, si on veut, quand j'ai commencé à voir, ce que l'orthopédie pouvait offrir aux patients. Dans le fond, dans mes études en médecine, j'ai réalisé que j'avais besoin de challenge, hein, j'avais besoin mmh d'innover pour me sentir accompli dans mon travail et puis ma vie personnelle aussi. Et lorsque je voyais des gens atteints de problèmes locomoteurs, souvent, ils avaient des douleurs importantes, perte d'emploi, arrêt des loisirs, et souvent des gens, à force de prendre des antidouleurs, et le manque de sommeil lié à la douleur, tombaient en dépression et ça devenait des maladies chroniques. La chirurgie orthopédique, rapidement, quelqu'un qui s'immisce dans la pratique se rend compte qu'on fait pratiquement, je vous dirais, des miracles. Les gens, lorsqu'on les opère, on leur redonne une qualité de vie qui est vraiment inespérée. La plupart des gens sont surpris, les patients sont surpris. Même moi, je suis tellement impressionné de ce qu'on peut faire. C'est ça qui m'a motivé à dire, ben, je pense que j'ai le goût de continuer, de bonifier cet, aspect-là de la médecine. OK. Je vais te faire une confidence. Moi, quand j'étais étudiant en médecine, je voulais être orthopédiste et c'est vraiment le hasard, de la formation qui a fait, je pourrais peut-être faire un balado, là-dessus plus tard, mais je te dirais les modèles de rôle que j'avais durant ma formation, du côté orthopédique, peut-être étaient moins marquants que ce que ça pouvait être en chirurgie générale. Ça a été, le fruit du hasard. Probablement que je serais tombé en orthopédie dans un autre milieu, avec peut-être un patron qui aurait ton profil, puis je serais peut-être en train de faire des arthroplasties aujourd'hui, mais ça, c'est c'est le hasard de la vie. Alors, maintenant que moi j'ai fait une confidence, je vais t'en demander une. Est-ce que tu es quand même un personnage assez connu dans ton milieu, quelque chose que les gens dans ton entourage ne savent pas à ton sujet ou un plaisir coupable ou un loisir ou autre? En fait, tous ceux qui me connaissent, personnellement savent que mon une passion pour moi, ça a tout le temps été la pratique du vélo. OK. J'ai été un sportif depuis l'adolescence, tous les types de vélos, route, VTT, gravel, fat bike, l'hiver. J'en faisais presque une maladie, de faire de l'activité physique. Il y a eu une période de ma vie, avec les études, après le fellowship, le début de carrière où j'ai vraiment ralenti. Ça m'a peiné et une reprise dans la fin de la trentaine Mhm. pour, me remettre sur 2 roues, puis, pratiquer cette activité-là qui me fait voyager, qui me permet d'évacuer des fois le stress de la pratique, les, heu, les frustrations de certains Mhm. moments plus difficiles. OK. Tu parlais que tu as arrêté pendant ta formation, c'était par manque de temps, j'imagine, ou Oui, mais je suis quelqu'un comme de on a. passionné, hein, d'intéressé, donc à cette période-là, quand on finit la résidence, on fait le fellowship, début de carrière, la passion était vraiment orientée vers, la pratique, chirurgicale, la recherche. Je mettais énormément de temps, puis ça m'a permis de développer, beaucoup d'éléments qui ont été vraiment des points tournants dans ma carrière et après un certain nombre d'années, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi avoir, une qualité de vie, avoir des loisirs, puis, j'ai réorienté un petit peu pour, rééquilibrer le tout là, et avoir, encore retourné à mes activités préférées. OK. Donc, ton travail semble te satisfaire énormément au plan personnel et professionnel, mais il doit y avoir certaines sources de frustration, qui viennent avec ça? Ou?
Oui, mais en fait, après 20 ans là, de pratique, dans le système public, je dirais la frustration est assez simple, hein. C'est d'avoir, les idées, les habiletés pour, les réaliser, mais d'être contraint par son milieu de travail, et de ne pas pouvoir, se réaliser pleinement. On en a parlé beaucoup dans la pandémie, hein, les Mhm. employés, les infirmières, les médecins qui disaient, ben, il y avait de la frustration de ne pas pouvoir offrir, leur meilleur aux patients. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a suivi un petit peu dans mes 20 années de travail. C'est de dire, ben, il y a certaines limites, certaines balises là on n'est pas capable de franchir parce que le système, valorise pas ces performances-là, cette excellence-là. OK. Puis, on parlait, dans le fond, je t'ai connu parce que tu es venu nous parler là, dans un comité ministériel là, des enjeux qui touchent la chirurgie, l'accès aux soins en chirurgie orthopédique, puis des capacités ou des possibilités peut-être d'augmenter l'offre de soins. Là. Donc, si tu nous dressais tout d'abord un tableau de ce qu'est l'attente en chirurgie orthopédique au Québec dans le moment. Là, on est pour situer là, le balado, là, on est en mars 2022. Ça fait 2 ans là, que le système est ralenti. Puis tes patients, ta clientèle a été l'une de celles qui a le plus souffert. Là. Donc, si tu me Ouais. faisais un petit résumé de ce qui s'est passé puis comment tu perçois l'avenir. En fait, c'est intéressant parce que, pour parler de la situation d'aujourd'hui, il faut aussi présenter comment, était la pratique, ou l'attente des patients, avant la Avant. pandémie. L'orthopédie a tout le temps été une spécialité avec une très forte demande, hein. Les pathologies, de l'appareil locomoteur sont en croissance, exponentielle depuis les 30 dernières années et ça va continuer aussi, dans le futur de la même façon. La population est vieillissante, les gens sont de plus en plus actifs, sportifs, ils ont des blessures orthopédiques et depuis 20 ans, hein, que je suis en pratique, on a eu tout le temps eu des temps d'attente, qui selon moi et la majorité des gens étaient inacceptables. Les gens attendaient, souvent 1 an et demi, 2 ans pour recevoir un remplacement articulaire de la hanche et du genou et au fil des années, selon les gouvernements, ces temps d'attente-là ont fluctué entre, 24 mois et 9 mois, par exemple, mais n'ont jamais, atteint des niveaux qui étaient, on dit acceptables à moins de 6 mois. OK. Avec la pandémie, évidemment, avant la pandémie, j'avais des temps d'attente pour mes patients qui dépassaient 12 mois et là, la pandémie est venue faire exploser ces temps d'attente-là parce que tout ce qu'on a fait depuis les 2 dernières années, en travaillant à moins de 100 de nos activités, on a, empilé, qui est un terme que je je n'aime pas beaucoup, mais c'est le cas. On a empilé des gens sur des listes d'attente. Donc on en a opéré moins qu'on en a, inclus de nouveaux sur la liste. Donc la liste n'a fait que qu'augmenter et aujourd'hui, les gens ont des délais d'attente qui dépassent 2 ans. Quand on considère que ces gens-là, souvent, sont, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, ils sont, dans un travail actif ou en arrêt de travail à cause de leur maladie. Ce sont des, parents, des pères, des mères de famille, des gens âgés qui sont souvent retraités, qui veulent profiter de leurs dernières années de qualité de vie. C'est des situations qu'on pourrait considérer inacceptables, là, comme, qualité de soins, là, à la société. OK. Euh, Tu parlais tout à l'heure des débuts, tu me corrigeras, là, des débuts de l'arthroplastie dans les années 60, mais je présume qu'au début du siècle, pour dire quelque chose, les patients, les espérances de vie étaient plus basses, c'était moins un enjeu, l'arthrose, ou il y en avait moins? Autrement dit, là, à population égale, est-ce qu'il y a plus d'arthrose aujourd'hui qu'il pouvait y en avoir il y a 100 ans? Ouais, Tu sais? en effet, l'incidence, hein, de l'arthrose, est en croissance, continue. Ça veut dire que, depuis les années
70, 2000, 2020, on a une augmentation de la demande par population. Heu, Parce qu'on pense que les gens, comme on a dit, ont plus de blessures sportives. Hem, Ils vont moins tolérer peut-être aussi l'invalidité. OK. Heu, Anciennement, on pense que les gens pouvaient peut-être mieux tolérer les blessures, changer de métier. Aujourd'hui, les gens sont spécialisés, ils vont faire un travail comme policier, pompier, et avoir une hanche usée, souvent, ne peuvent pas se réorienter facilement OK. dans une carrière. L'autre phénomène qui augmente la prévalence, c'est le vieillissement de la population. Donc, l'espérance de vie fait en sorte que les gens vont avoir besoin d'un remplacement articulaire, des fois en étant plus âgés. On opère des gens aujourd'hui qui ont 75, 80, 90 ans parce qu'ils sont en bonne santé. Ils font encore du ski de fond, ils font encore du tennis à 85 ans et Mmh. ils veulent continuer. OK. Donc, c'est un changement on va dire, de société qui affecte Qui un peu s'opère cette demande-là. tranquillement. Ce serait quoi là, mettons, c'est quoi l'indication opératoire, mettons, de remplacer une hanche ou un genou? C'est la douleur? C'est, la En fait, limitation, tu disais, des activités professionnelles ou, c'est en fait, ça a changé avec le temps, hein, il y a 50 ans, les gens qui se faisaient opérer pour un remplacement de la hanche ou du genou devaient être pratiquement en fauteuil roulant. C'était des gens avec arthrite rhumatoïde qui étaient vraiment, sévèrement affectés. Aujourd'hui, on va vraiment miser sur l'aspect d'invalidité, douleur, beaucoup plus puis on va attendre, que le patient soit moins atteint qu'anciennement. On sait OK. aujourd'hui que si on opère quelqu'un qui est rendu en fauteuil roulant, qui a une perte de masse musculaire, qui marche avec, une canne, des béquilles depuis 1 an, sa récupération après la chirurgie va être moins bonne. Son résultat final va être affecté par l'invalidité chronique qu'il a endurée pendant quelques années. Il y a une fenêtre, hein, on ne peut pas opérer non plus quelqu'un qui est capable encore de faire du marathon ou qui a peu de douleur. Donc il faut vraiment définir cette fenêtre-là d'opportunité où le patient a de la douleur à tous les jours. Il a de la difficulté à faire son travail. Ses douleurs sont non soulagées avec les traitements conservateurs usuels, anti-inflammatoires, Tylenol, infiltration, et sa qualité de vie est affectée de manière importante. Donc ça, c'est vraiment les indications modernes pour faire une arthroplastie. Est-ce que les facteurs de risque sont les mêmes pour la hanche et le genou? J'avais la notion que la hanche, c'est peut-être plus ce qu'on appelle une pathologie idiopathique, là, donc qui survient un peu de façon, aléatoire. Est-ce que c'est vrai ou je suis dans l'erreur? Ouais, dans le fond, on sait que l'arthrose de hanche qui arrive assez précocement, à 50 ans, 60 ans, est liée à des anomalies anatomiques. Des gens qui OK. ont des hanches qui sont pas parfaites, si on veut. Et surtout, on va voir ça dans les grands sportifs. Quelqu'un qui a une hanche qui est pas parfaite, qui est un petit peu raide, depuis l'adolescence et qui se met à faire du karaté, être gardien de but au hockey ou la dame qui fait du ballet jazz. Avec des mouvements extrêmes, ils vont développer de l'usure précoce. Ça, on OK. en voit, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment, dans ma pratique, là, chez des patients qui ont de l'arthrose jeune. Jeune veut dire en bas de 70 ans, c'est une grande proportion des gens. OK. Dans les genoux, beaucoup, beaucoup d'arthrose du genou est liée à des blessures sportives, rupture du ligament croisé antérieur en bas âge, déchirure méniscale, à l'adolescence ou au jeune adulte, au surpoids. OK. Donc l'obésité chez les gens qui ont de l'arthrose de genou a vraiment un lien important et ça va, être un des éléments aussi principal d'arthrose, qui va survenir à l'âge plus avancé. La course à pied, est-ce que c'est un facteur de risque? C'est plutôt controversé, hein, je vous dirais qu'il y a des gens qui sont faits pour courir. On pense
aux gens d'Afrique du Sud, ou des hauts plateaux du Kenya, minces, grands, avec une bonne coordination, développeront probablement jamais d'arthrose de genou parce qu'ils ont les qualités physiologiques pour courir. Mais si on prend quelqu'un de plutôt pesant, lourd, qui a les jambes déjà arquées en varus, comme on dit, comme Lucky Mhm. Luke, peut-être que cette personne-là a peut-être pas la physionomie pour être un coureur de marathon. OK. Fait que il faut quand même mettre un petit peu des bémols sur la course à pied qui peut être pratiquée de manière sainement et très bien par une grande majorité OK. d'individus. Un patient jeune, là, donc actif, que tu opères pour un remplacement prosthétique de la hanche ou du genou, est-ce que tu vises un retour à une vie active complète en termes d'activité sportive ou il y aura toujours des restrictions par la suite, là? Donc, C'est un peu différent pour la hanche et le genou. OK. Avec la hanche, on a développé des techniques chirurgicales, on utilise des implants avec des surfaces dures de céramique, des têtes de grand diamètre qui sont anatomiques et qui permettent un retour à des activités, sportives, travail sans pratiquement aucune restriction. La plupart des patients qu'on va opérer, peuvent retourner à faire du ski alpin, de la course à pied, du vélo, heu du ski de fond, vraiment un travail comme policier, pompier, charpentier, menuisier et reprendre une vie en oubliant pratiquement qu'ils ont un remplacement de la hanche. OK. Pour le genou, c'est différent, les techniques de remplacement de genou, comme je mentionnais tout à l'heure, les techniques personnalisées, sont nouvelles. On travaille énormément, pour, les bonifier et les implants qu'on a à notre disposition ne sont pas encore aussi performants que pour la hanche. Donc la plupart des gens avec un remplacement de genou peuvent reprendre une vie active, faire un peu de vélo, faire un peu de tennis, un peu de ski alpin, mais ne peuvent pas reprendre des activités très demandantes qui demandent des arrêts brusques, des pivots, des sauts, ou faire des activités comme de la course à pied, par exemple. OK. Avec le remplacement de genou, les gens ne retrouvent pas une articulation qu'ils vont percevoir comme naturelle. On travaille énormément pour améliorer ça. J'ai l'impression que dans les 15-20 prochaines années, on va y arriver, mais c'est un de mes objectifs là, personnels de faire, vraiment, heu, avoir une progression, de l'arthroplastie du genou pour qu'on obtienne à peu près les mêmes résultats que l'arthroplastie de la hanche. C'est bon. On prend une courte pause et on revient avec le docteur Pascal André Vanditoli, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Pascal André, tu es un ardent promoteur de ce qu'on appelle en jargon médical ERAS. Donc, ça, c'est le terme anglophone qui s'appelle Enhanced Recovery After Surgery. Donc, on appelle ça la récupération améliorée après la chirurgie, mais la majorité des médecins, même francophones au Québec, utilisent le terme anglais à tort ou à raison. Donc, qu'est-ce que c'est ERAS et quelle est son utilité en chirurgie orthopédique, euh, spécialement dans le contexte actuel là, de pénurie de ressources? En fait, le ERAS, ça vient d'un des groupes scandinaves, hein, Henrik Kellett, qui était un chirurgien général qui a fait la promotion de ces principes. On dit que c'est des principes, ça va sembler un petit peu bizarre, mais c'est d'appliquer les meilleures pratiques
ayant comme objectif principal d'améliorer le bien-être et la récupération du patient. Je dis bizarre parce que pour une personne qui est non médecin, dirait, ben, en médecine, vous faites ça à tous les jours, appliquer les meilleures pratiques pour améliorer le bien-être des patients. Mais en fait, la médecine est comme tout autre domaine. euh, on ne fait pas toujours ce qui est le mieux, hein. Les traditions, la façon de faire, fait en sorte, les milieux dans lesquels on travaille, nous permettent pas souvent d'appliquer, ces principes-là, et de vraiment viser la bonification des soins. Donc, Dr. Kellett, quand il a fait la promotion de ça, il dit: «Il faudrait que tous les médecins professionnels, physiothérapeutes, heu, infirmières, administrateurs se mettent ensemble, revisent les bonnes pratiques et fassent un travail d'équipe concerté qui, va vraiment viser le même objectif. Donc tout le monde va essayer d'arrimer leur pratique pour que le patient soit au centre de l'équation. OK. La, la différence, hein, ou pourquoi ça a été si difficile à implanter ces principes-là, c'est la résistance au changement qu'on a parlé, hein, le bris des traditions. OK. Des fois, les gens ont des agendas cachés. Quand on parle d'agenda caché, ça, ce que ça veut dire, c'est que en pratique, dans la vie de tous les jours, heu, des gens ont des horaires de travail, ont des gains financiers liés à leur pratique. L'administration a des objectifs de statistiques à atteindre, qui fait en sorte que le patient, souvent, ne se retrouve pas vraiment au centre, de nos préoccupations OK. et lorsqu'on prend ERAS, on se dit: «Ben, OK, ensemble, remettons tout ça en perspective et travaillons pour, mettre le patient, vraiment, comme cible de nos, préoccupations. OK. Mais, disons spécifiquement en orthopédie, le gain, disons là, si on parlait d'un cheminement post-opératoire normal pour une prothèse de genou chez un patient en bonne santé de 60 ans, avec ou sans ERAS, là, tu sais, à quoi s'attendre, puis quels sont les gains pour le patient, puis quels sont les gains pour le système aussi, là, parce qu'on parlait là, de la pandémie. La reprise va être extrêmement difficile, puis on vise à augmenter l'accès aux soins dans un cadre de ressources qui, lui, peut-être ne suivra pas là, au cours des prochains mois. Là. En fait, en pratique, on va dire traditionnelle, Mhm. on sait que ces chirurgies-là, de l'hanche et du genou, c'est des chirurgies majeures, hein, qui vont engendrer souvent être associées avec de la douleur post-opératoire. On va soigner ces douleurs-là, on va les apaiser avec des médicaments opioïdes. On parle des dérivés de la morphine qui vont causer des nausées, ils vont causer un peu de la confusion, des étourdissements. Les gens vont avoir de la difficulté à se lever, à marcher après la chirurgie. Et donc, l'objectif de la récupération optimisée après chirurgie, c'est de minimiser tous ces effets secondaires-là liés à l'opération. Donc, d'améliorer la récupération du patient à un point tel qu'il va être capable de s'alimenter rapidement après l'opération, de marcher le jour même d'opération, d'avoir pratiquement aucune douleur, d'éviter l'utilisation des opioïdes, d'être capable de retourner au travail plus rapidement et, en fin de compte, l'application des principes ERAS en période actuelle de pandémie nous a permis de continuer à opérer des patients parce qu'on opérait ces patients-là en chirurgie ambulatoire. En 2015, j'ai développé un protocole de récupération optimisée vraiment, adapté à la pratique, du système public canadien, en prenant, les meilleures pratiques, que j'ai pu observer un peu partout dans le monde, adaptées à l'orthopédie. Parce qu'il faut savoir que ERAS, à la base, avait été développé par un chirurgien général, donc c'était vraiment plus appliqué à la chirurgie colorectale Exactement. et ça tenait pas compte un peu des besoins, en chirurgie orthopédique. Pour le patient qui a eu un remplacement de la hanche ou du genou, c'est très important qu'il puisse se lever, 3-4 heures après la chirurgie, qu'il puisse marcher, qu'il ait un contrôle moteur complet, qu'il soit pas étourdi.
et c'est ce qui va permettre qu'il retourne à la maison le jour de l'opération. OK. Donc, lorsqu'on a développé ce protocole-là en 2016, on a fait les premiers remplacements articulaires en chirurgie ambulatoire au Canada, la hanche et le genou. Et ce protocole-là a vraiment été implanté dans quelques hôpitaux canadiens parce qu'on en a fait la promotion, on a essayé de faire l'éducation de certains collègues pour promouvoir de tels, euh, de tels changements de pratique qui allaient avoir des bénéfices pour les patients. Et en 2020 est arrivée la pandémie. Et là, à l'hôpital Maisonneuve, on a pu continuer à pratiquer des remplacements articulaires, même si on n'avait pas accès à des lits d'hospitalisation parce que les gens euh, faisaient partie de notre protocole de chirurgie ERAS ambulatoire. Et ça, je vous dirais, c'est un bénéfice, on va dire, administratif ou qui a permis de réaliser des chirurgies. Mais les bénéfices les plus importants sont pour les patients. Les patients qui subissent une chirurgie avec le protocole de récupération optimisé euh, sont impressionnés. Ils en reviennent pas. Ils disent, j'ai pas eu de douleur, pas eu de nausée. J'ai pu retourner à la maison le jour même. J'ai marché avec une canne pendant 1 jour, 2 jours, ensuite laissé tomber la canne. Ils retournent au travail plus rapidement. Ils reprennent leurs activités de la vie quotidienne 2 fois, 3 fois plus vite qu'avec une chirurgie standard. Donc, les réels bénéfices sont pour les patients. C'est eux qui vraiment voient la différence. Dans ma pratique, j'ai un nombre important de patients qui ont subi une arthroplastie en mode standard il y a quelques années et ont subi l'autre côté avec le protocole ERAS. C'est ce qui est vraiment très, très satisfaisant pour moi, c'est d'écouter leurs commentaires, d'écouter leurs témoignages qui me disent à quel point la deuxième opération en mode ERAS fut complètement différente et beaucoup plus, euh, on va dire, acceptable. Toute personne qui se ferait opérer aimerait beaucoup mieux avoir peu de douleur et reprendre la vie régulière rapidement, hein. Je pense que tout le monde souhaite que la chirurgie ait un impact le plus minimal possible sur euh, notre qualité de vie, si on veut. Mais en quoi est-ce que le protocole ERAS, mettons, va avoir un impact à partir, mettons, de la deuxième semaine, là, tu sais? Parce que dans les deux cas, les patients seraient à la maison, donc, mais c'est un avantage qui se prolonge dans le temps? Oui, ça, c'était un phénomène ou une trouvaille, si on veut, dans lequel on ne s'attendait pas. Et je l'ai réalisé au début lorsque, comme je viens de le mentionner, j'ai eu des témoignages de patients qui avaient eu les 2 opérations et on a décidé à ce moment-là de faire une étude où on a évalué tous ces aspects-là post-opératoires à court et moyen terme chez des patients qui avaient subi les 2 types de remplacement articulaire, standard, hospitalisé ou ERAS ambulatoire. Et on s'est rendu compte que les bénéfices de la récupération optimisée se prolongeaient jusqu'à 2, 3, 4, 6 et 8 semaines après la chirurgie. Et parce que en orthopédie, comme on a mentionné tout à l'heure, plus vite on se mobilise, on dirait qu'on va avoir un impact sur tout le cursus de la progression des semaines qui vont suivre. Donc, c'est un continuum là, qui fait boule de neige. Ce serait quoi les principaux obstacles que tu as dû surmonter pour implanter ce protocole-là dans ton hôpital? Ils sont très nombreux, hein. Il fallait être motivé, passionné et vraiment intéressé pour vraiment mettre en place un tel programme. Il y a des impacts administratifs et changements d'horaire, par exemple, pour certains professionnels. Quand on fait des chirurgies ambulatoires, ça nous prenait des physiothérapeutes qui soient disponibles jusqu'à 5, 6, 7 heures le soir pour évaluer les patients Le qui dernier doivent cas de la quitter, journée, disons, c'est ça, ouais. qui doivent quitter à la maison. Mhm.
Donc ça, c'était des changements. On n'avait aucun médicament en comprimé à la salle de réveil, donc il fallait convaincre la pharmacie qu'à la salle de réveil, on pouvait donner autre chose que des injectables, qui ont souvent des effets secondaires importants parce que c'est des opioïdes puissants. Ensuite, convaincre des collègues professionnels, des anesthésistes de changer leur façon de faire, d'utiliser des techniques anesthésiques qui, pour eux, pouvaient paraître, des standards de pratique, mais qui, en orthopédie, n'étaient peut-être pas la façon de faire idéale. Lorsqu'on fait une anesthésie, par exemple rachidienne classique, on va avoir des taux d'hypotension orthostatique, donc les gens qui vont être étourdis avoir une baisse de pression après la chirurgie qui peuvent atteindre 15%. En orthopédie, on veut éviter ça à tout prix parce qu'avoir de l'hypotension orthostatique dans les premières heures, premiers jours après la chirurgie peut faire en sorte que le retour à domicile va être compromis. Éviter les opioïdes. Hein, la tradition des opioïdes en pratique du contrôle de la douleur est vraiment bien implantée et inculquer ces changements-là auprès des infirmières qui soignent les patients post-opératoires, leur dire que ils ont tout le temps eu en tête qu'il fallait prévenir la douleur en donnant des opioïdes une fois que la douleur commençait à s'installer, alors qu'avec le protocole ERAS, les gens vont avoir une douleur légère, 1, 2, 3 sur 10, mais qui va être stable dans le temps. OK. Donc, cette idée-là de vouloir prévenir que la douleur s'accentue, en fait, avec un protocole ERAS, va juste engendrer des complications liées aux opioïdes. C'est des exemples que je vous mentionne qui ont été des embûches, des difficultés. Et même après 5, 6, 7 ans d'implantation du programme, dans le système public, on dirait que c'est une roue qui tourne. On a ouvert des portes, défoncé des murs, et 2, 3, 4 ans plus tard, on dirait que les portes se referment tranquillement et il faut refaire le même travail pour maintenir le cap, maintenir les équipes orientées vers nos objectifs. Et c'est un travail continuel pour le bien des patients. C'est comme si les gens avaient tendance à retourner à leurs anciennes habitudes ou parce que j'imagine, nous, on le voit en chirurgie colorectale, là, il faut renouveler constamment le message, comme si les gens oubliaient les bases parfois du protocole ou un exemple dans notre cas, disons, en chirurgie digestive, là, les gens vont commencer à introduire dans les critères de départ le retour de la fonction intestinale, tu sais, alors que c'est pas du tout un critère de congé. Puis là, on dirait que c'est réintroduit dans les mœurs hospitalières. Puis là, on se rend compte, peut-être les congés sont retardés d'une journée à cause de ça, sans aucune explication, outre que il y a une mauvaise habitude qui se réinstalle. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi en orthopédie? Ouais, exactement. La tendance est à l'inertie, revenir un peu aux anciennes pratiques. Il y a des changements des nouveaux professionnels qui arrivent, qui sont pas familiers avec les nouvelles techniques non plus. On sait que la mobilisation du personnel, infirmiers, physiothérapeutes, des changements constants. Donc, ce qui manque dans les systèmes, c'est un leadership. Pour implanter des protocoles ERAS, ça prend un leader local qui va s'assurer que tous les membres de l'équipe vont maintenir les meilleures pratiques, ramener les gens à l'ordre. Nous, pour que ça soit bien implanté, il a fallu utiliser des prescriptions préformatées, c'est-à-dire une espèce de recette Mmh. que tous les professionnels doivent suivre à la lettre. Et ça, c'est difficile dans un système où chaque professionnel au Québec est indépendant, veut avoir son autonomie. L'application des principes ERAS, ça tire sa meilleure performance lorsque c'est uniformisé, lorsque tout le monde fait la même chose. Et ça crée certains inconforts, certaines frustrations de professionnels qui pensent des fois avoir, eux, la meilleure recette, mais on se rend compte que c'est en équipe qu'on a la meilleure recette lorsque tout le monde vraiment fait une pratique optimale.
Est-ce que les principaux ennemis ou obstacles, parfois, ça peut être même les collègues orthopédistes aux proches qui sont, s'il y en a un qui est réfractaire au changement dans le groupe, est-ce que ça peut contaminer un peu le bon Su fonctionnement du programme? Sûrement que ça peut être possible. Dans mon groupe, on a eu une collaboration extraordinaire de tous mes collègues. OK. J'ai la chance de travailler avec des chirurgiens qui, ont voué leur carrière aussi à l'amélioration de leurs patients. Mais j'ai vu dans d'autres, centres hospitaliers canadiens où, les protocoles, ERAS mis en place, étaient, différents pour chaque chirurgien. OK, ben Et là, c'est ça, pour moi, je trouvais que c'était vraiment, un pas en arrière ou une difficulté de plus parce que l'individualisation d'un protocole est difficilement, justifiable. Lorsqu'on met des protocoles ERAS, on essaie standardisé. d'avoir un consensus pour les meilleures pratiques. Donc, d'avoir 5, 6 protocoles différents, selon moi, ça fait peu de sens. C'est un peu contre la philosophie du concept, de toute façon, de systématiser pour, augmenter la performance, il me semble, là. Exactement. Mmh mh. Je dis, en même temps, je veux souligner qu'il y a plusieurs façons de faire la chirurgie optimisée, hein. Il n'y a pas juste une façon, mais quand même, je pense que dans un milieu de travail, on devrait être le plus systématique possible, pour que les autres membres, du personnel aussi, soient habitués. On crée, une façon de faire en limitant le nombre d'erreurs et pour les patients aussi, l'enseignement est plus facile, la compréhension aussi est plus simple si tous les patients reçoivent la même technique, les mêmes OK. médicaments après la chirurgie. Les patients qui seraient candidats donc à une arthroplastie en chirurgie ambulatoire, quelle est la place, des pairs aidants ou du support, social? Est-ce que c'est une condition sine qua non ou, autrement dit, une personne qui vit seule, est-ce qu'elle pourrait avoir accès à ça ou, elle va devoir attendre une place hospitalisée? Ben, pour la sécurité, des gens, après leur chirurgie, on a toujours demandé qu'il y ait un proche aidant, famille, amis, qui soit disponible d'abord pour raccompagner le patient à la maison. Un patient ne peut pas conduire après la chirurgie. Les premiers 24 à 72 heures, on pense que c'est plus sécuritaire d'avoir quelqu'un à la maison, qui peut, aider dans les tâches, usuelles. Bien qu'on a déjà, réalisé des chirurgies ambulatoires avec des gens qui habitent seuls et qui, voulaient absolument, se faire opérer et ont décidé de le faire même sans proche aidant. Mais je crois que quand même c'est une chirurgie quand même invasive, hein, un OK. remplacement articulaire et c'est beaucoup plus, je pense sécuritaire de le faire avec, quelqu'un à la maison qui va nous aider pendant les 2-3 premiers jours. Quel est le système de suivi post-opératoire, appel téléphonique, par une infirmière ou un suivi, par courriel ou, Quand on a commencé le protocole, on était beaucoup plus, craintifs, hein. On faisait les premiers cas au Canada et on voulait s'assurer de ne pas avoir de complications, de ne pas manquer des problèmes, que nos patients ne se retrouvent pas, pris dans une situation, angoissante ou problématique. Donc on a offert beaucoup, beaucoup de support. On appelait les patients. On demandait à ce que l'infirmière du CLSC ou le physiothérapeute aille les visiter dans les 2 premiers jours après l'opération et au fil des années, on s'est rendu compte que les patients vont tellement bien, ils ont tellement ils ont peu d'effets secondaires des médicaments, ils se mobilisent rapidement qu'un patient qui a une chirurgie ambulatoire ERAS, au final, est plus fonctionnel, demande moins de soins qu'un patient qui a subi une chirurgie standard, hospitalisé et qui quitte à la maison après 2, 3 jours passés à l'hôpital. OK. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de suivi téléphonique systématique. On demande à ce que l'infirmière ou le physiothérapeute aille visiter le patient dans la première semaine opératoire, donc c'est quand même assez large.
Toutefois, il faut absolument offrir aux patients un genre de contact. C'est-à-dire que s'ils ont un problème, une inquiétude, ils peuvent nous rejoindre, peuvent nous appeler. S'ils ont des questions, un problème avec leur pansement, des symptômes qui pourraient faire penser à une embolie pulmonaire, par exemple. Il faut qu'ils puissent rejoindre quelqu'un et savoir comment gérer ce problème-là. Donc, je pense qu'il faut accompagner le patient de cette façon-là et les contacts sont vraiment, vraiment très peu fréquents. OK. Pour clore ce segment très intéressant sur ERAS en chirurgie orthopédique, comment vois-tu là, l'utilisation de ce concept-là dans la reprise en termes de volume? Là? Qu'est-ce que ça peut impliquer là, d'augmentation de la performance, disons, opératoire ou de la productivité? Mais en fait, les principes ERAS, première chose, on devrait les appliquer à tous les patients. Ça veut dire Mhm. qu'on soit hospitalisé ou non hospitalisé, ça va avoir un impact bénéfique sur les durées de séjour pour ceux qui couchent à l'hôpital. Ça va réduire les complications. On l'a démontré, on réduit de 50 les complications, souvent mineures, mais qui ont un impact sur la récupération. On va diminuer la demande de soins de ces patients-là. C'est-à-dire que si on réduit, par exemple, les thrombophlébites, on n'aura pas besoin de faire d'échographie, on n'aura pas besoin de soigner ces patients-là avec des anticoagulants. Si on réduit les taux de transfusion sanguine, encore là, on a un impact significatif sur les coûts de santé et les soins. Donc ça, c'est très important pour le système de santé. L'application des principes ERAS va faire une réduction de coûts des soins, va réduire les durées de séjour. Donc, ça peut être bénéfique là, à tous les points de vue. Mhm. Pour la reprise, on sait que les milieux de travail, le personnel infirmier ont été surchargés, sont épuisés. Le manque de lits, le manque de personnel. Donc, on peut estimer que si on applique ces principes-là, qu'on introduit un protocole de chirurgie ambulatoire dans un milieu de soins, et on va pouvoir reprendre les chirurgies électives avec plus d'efficacité, opérer plus de patients, et on va diminuer les coûts de santé globaux en même temps. Mm. Toutefois, hein, comme on l'a mentionné, l'introduction de telles pratiques demande la collaboration des administrations hospitalières, des professionnels en place. Il faut faire des changements. Donc, ça demande vraiment une volonté du groupe local pour le mettre en place. Ce qui est difficile parfois, c'est qu'il y a des coûts associés à ça, puis c'est comme si l'administration ne voyait pas le rendement ou le retour sur l'investissement Ouais. immédiat. Puis c'est un frein peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou? Oui, parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avoir un leader local, c'est très important. À mon hôpital, on a fait une étude de coûts, et on a démontré qu'on sauvait par chirurgie de remplacement de genou environ 4 000 par patient à Mhm. l'hôpital. Et quand j'ai voulu avoir le financement de mon administration pour payer un leader local, donc quelqu'un qui assurait la pérennité du programme, ça va coûter un salaire annuel qui peut varier 60, 70, 80 000 par année pour avoir une infirmière clinicienne, un physiothérapeute qui prendra en charge ce programme-là. Ça a été refusé par mon administration, même si au final, on faisait peut-être 300 remplacements articulaires par année, qui pouvaient sauver 4 000 par chirurgie. Donc le coût-bénéfice de payer ce leader-là était amplement compensé par les bénéfices économiques. Heu, mais la vision des administrateurs est souvent, heu, je crois, basée sur des financiers sans vraiment de vision, heu,
global hein, de la situation. Mhm. C'est peut-être appelé à changer. Dis-moi, as-tu, si on quitte le sujet, Eras, une devise, un mantra, là, quelque chose que tu dis souvent, puis les gens, les collègues diraient, ah, Pascal André dirait ça dans telle situation. Ben, c'est intéressant parce que je vous dirais que toute ma vie personnelle et carrière professionnelle, j'ai tout le temps pensé que tout était possible. Les limites sont celles que je m'impose. Donc, je suis un grand optimiste et peut-être idéaliste. En même temps, c'est un peu risqué d'avoir cette vision-là parce que ça m'a causé aussi quelquefois des déceptions, Ah ouais? des frustrations. Parce qu'il faut que les gens qui nous entourent au niveau personnel, dans le travail, il faut qu'ils aient les mêmes motivations ou les mêmes intérêts que nous Mhm. quand on a un objectif en tête. Mais avec les années, ben, j'ai acquis un peu de maturité. OK. J'ai réussi à mieux ajuster, trouver des façons d'être plus patient et d'avoir des objectifs réalistes en fonction de ce qui était possible. C'est bon, c'est bon. Tu es actionnaire d'une clinique privée, donc ça met la table pour une question sur la place du privé en santé, donc qui était peut-être mal perçue et qui l'est encore, mais qui probablement va prendre plus le devant de la scène au cours des prochaines années. Donc, ton opinion sur le privé en santé, les enjeux, la compétition au niveau des ressources humaines notamment. En, en fait, hein, je vous dirais, la pandémie a un effet très, très important sur la pratique, hein, comme chirurgien orthopédiste. Ça a été 2020, une année difficile. J'ai eu 50 ans tout récemment, puis je vous dirais que le privé, pour moi, était comme un cadeau que je me suis offert pour mes dernières années de pratique, mais pour moi, les 10 ou 15 prochaines années, parce que la pratique en privé comme chirurgien, c'est de nous permettre justement d'avoir une pratique axée sur le patient dont les limites, on en a parlé tout à l'heure, sont vraiment les nôtres. C'est-à-dire que on peut offrir une qualité de soins, euh, faire des actes chirurgicaux euh, vraiment en n'étant pas restreint dans nos activités. Euh, le privé, pour moi, ça a été vraiment une fenêtre là, avec laquelle j'envisage la fin de ma carrière très, très positivement. En même temps, ça a été une décision dure à prendre parce que j'ai voué ma carrière au système public pour le bonifier, faire de la recherche, avoir une pratique académique et de me réorienter vers le privé. C'est une façon de délaisser un peu ces années-là où j'ai donné pour la pratique universitaire. Donc, l'objectif serait de quitter éventuellement le réseau public ou. En grande partie, j'ai déjà modifié mon temps consacré à ma pratique publique. Où actuellement, je fais environ 75 de mon temps en privé et 25 au public. OK. J'ai gardé toutes mes activités académiques au public, supervision des fellows, enseignement, recherche, mais mon temps de pratique clinique au public est nettement réduit. OK. En privé, je dirais que c'est je veux dire, c'est une pratique complètement différente. Je vais pourrais opérer 3, 4, 5 jours par semaine, faire 5, 6 remplacements articulaires par journée opératoire. Heu, je peux me réaliser comme chirurgien en essayant de pratiquer la meilleure technique chirurgicale que je peux réaliser comme individu, comme professionnel. On a J'ai choisi aussi dans la pratique privée, on parlait de déplacement de la main-d'œuvre, hein, du public au privé. On a Mmh. choisi des partenaires, des collaborateurs, infirmières, physiothérapeutes, préposés, qui étaient désabusés du système public, qui voulaient le quitter, avaient remis leur démission, mais c'était des personnes de très grande qualité.
des gens qui étaient déçus du système parce qu'ils étaient pas capables de donner leur meilleur, dans le système public et on les a recrutés, si on veut, pour travailler avec nous. Donc ça fait en sorte là que je peux travailler avec une équipe, qui est, dédiée, aux soins du patient et dont tout le monde peut se réaliser. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique, je dirais que c'est une pratique là qui est vraiment satisfaisante là en ce moment pour moi. Les patients qui optent pour le système privé, c'est essentiellement à cause des listes d'attente ou c'est en ayant le sentiment aussi que les soins sont de meilleure qualité? Ou c'est un mélange des 2? C'est un mélange des 2. Je vous dirais qu'avec la pandémie, les listes d'attente sont un facteur très important. Quelqu'un qui, se fait dire que sa chirurgie ne pourra pas être réalisée avant 2-3 ans, 24 ouais, c'est ça. mois, la souffrance à endurer est vraiment, probablement inacceptable. On voit des gens au privé actuellement qui sont des gens sur le marché du travail avec des revenus moyens, qui hypothèquent leur maison, vendent leur voiture pour pouvoir se faire opérer au privé parce qu'ils sont désespérés, souffrants. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt inhabituelles. À la clinique Duval où je travaille en privé, on essaie d'offrir des soins de qualité supérieure. Ça, j'ai tout le temps dit aux membres de mon équipe, on veut pas, que les gens viennent chez nous uniquement pour le délai d'attente. On voudrait qu'ils viennent pour la qualité des soins qu'on offre, hein. Fait que c'est quand la pandémie sera terminée, si les listes d'attente diminuent, moi, j'aimerais que les gens continuent de venir à la clinique, Duval pour la qualité des soins qu'on va offrir, heu, parce que, je pense qu'on est capable de faire mieux que de surfer sur le temps d'attente là, en ce moment. OK, OK, c'est bon. On approche la fin de l'entrevue. Il y a une section plus ludique, donc au balado, où on finit sur une note plus légère. C'est la section baguette magique. Donc, si je vous donnais une baguette magique et le loisir de changer une chose instantanément dans le système de santé aujourd'hui, en mars 2022, ce serait quoi? Ce qui manque vraiment dans le système de santé, public actuel, c'est de favoriser et valoriser l'excellence. J'ai eu des collègues de travail, médecins, infirmières, physiothérapeutes qui, avaient des pratiques, extraordinaires, qui se dévouaient pour les patients. Les gens peuvent le faire pendant quelques années, mais après quelques années, il y a un épuisement qui s'installe, une fatigue et c'est malheureux parce que, ces gens-là auraient dû avoir une tape sur l'épaule, un encouragement, une valorisation de ce qu'ils font, et pour que le système, bénéficie de ces personnes-là qui ont des Mmh. qualités à partager. Mmh. Donc pour moi, ça serait vraiment, ça que je voudrais que le système puisse, mettre en place. Puis si je reprenais la baguette magique, pour vous permettre de rencontrer une personne dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou faire un tour de de vélo peut-être? Ce serait une personne quand même, qui était, proche de moi parce que c'est, on va dire, c'est mon grand-père paternel. Il s'appelait Pasquale Venditoli OK, mais je ne l'ai malheureusement jamais connu parce qu'il est décédé quand j'avais, 3 ans OK. et on m'a dit beaucoup de bien de lui, que c'est une personne sage, beaucoup d'introspection. J'aurais aimé ça pouvoir lui parler, à savoir qui il était, puis, Heu, partager un petit peu avec lui là, mon cheminement de vie. Ah, c'est bon ça. Une cause qui vous tient à cœur, un organisme, une fondation que vous aimeriez nous présenter? Tu en as parlé tout à l'heure, la Personalized Arthroplasty Society, qui est OK. une société internationale que j'ai fondée avec Charles Rivière. Heu, pour moi, c'est un organisme qui, est, très important. Ça va jouer un rôle un peu de pierre angulaire dans la pratique orthopédique. Heu, on a ça a un aspect vraiment novateur.
Cette société-là, actuellement, ça fait 5 ans qu'on l'a fondée. On voit dans le monde orthopédique, ça a eu un impact vraiment, vraiment rapide. On a fait changer les mentalités déjà et j'espère qu'on va continuer à le faire. OK. Je mettrai le lien Internet du site web sur les notes de balado. C'est la fin. Peut-être un dernier conseil, une pensée, peut-être pour nos auditeurs avant de conclure. Ben, je dirais que en ce moment, on voit avec ce qui se passe dans le monde, il y a des moments difficiles pour plusieurs personnes. Je dirais qu'en observant les grands leaders historiques ou présents, c'est vrai que moi j'ai appris que le succès passait par la valorisation des autres. Il faut mieux s'associer avec des gens de talent que de les compétitionner. En équipe, on peut tellement faire mieux. Les guerres actuelles là, sont le meilleur exemple où peu importe va être l'issue, je pense que tous vont être perdants. Et je dirais que c'est peut-être un élément, un mantra que j'essaie de poursuivre, là, c'est d'essayer d'être inclusif et de travailler avec les gens pour qu'on puisse réaliser des choses qui sont bien pour la société. Ça conclut très bien cette entrevue. Alors, je remercie énormément le docteur Pascal-André Vanditoli de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal en chirurgie orthopédique. Pascal-André, merci. Merci Jean-Pierre, ça fait un plaisir de faire ce podcast avec toi ce matin. C'est très agréable. Alors, j'invite les auditeurs à visiter le site web qui est www.baladosanté.ca. Donc, www.baladosanté.ca. Vous pouvez vous abonner au balado, m'envoyer un commentaire, suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.